Allez, il est 11 h, je vous propose de démarrer. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer ce webinaire dédié à l'IoT dans l'industrie 4.0. Comment l'IoT a permis d'offrir de nouveaux services clients tout en optimisant la performance opérationnelle. Donc, je suis ravi de présenter ce webinaire avec Pierre Arborao, qui est l'un de nos clients que je laisse se présenter. Bonjour, Pierre Arboireau, donc société Savoie Transmission basée à côté d'Annecy, en Haute-Savoie. Donc moi, je suis Jérôme Fenwick, donc je suis le directeur technique, le CTO et associé de la société Sinox. Donc, vous connaissez peut-être, qui est effectivement un éditeur de solutions et de plateformes dans le monde de l'IoT. Donc, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de faire un focus sur l'industrie avec un de nos clients privilégiés voilà, qu'on suit depuis quelques années maintenant, et voilà, avec lequel on a eu vraiment une relation très forte pour amener ces nouveaux services dans l'industrie. Donc Pierre, je te laisse présenter. Donc pour situer Savoie Transmission, on est une société, comme je le disais, basée sur Annecy. On rayonne sur la Savoie et la Haute-Savoie. On est une équipe de 25 personnes aujourd'hui qui fait à peu près 4,5 millions de chiffre d'affaires. Donc notre métier, c'est les transmissions industrielles, c'est-à-dire des moteurs électriques, des réducteurs, des pompes, tout ce qui va contribuer au mouvement des produits. Donc le but de ce projet, quand on a commencé à se rencontrer et à discuter avec Pierre, c'était vraiment d'amener le service et de basculer finalement les services amenés par Savoie Transmission dans le monde de l'industrie 4.0. Donc qu'est-ce que c'est l'IoT, l'IIoT et l'industrie 4.0? Donc je vais présenter ça assez rapidement. Donc effectivement, l'industrie 4.0, c'est une nouvelle révolution industrielle. On voit sur la partie en bas à droite, effectivement, toutes les révolutions industrielles qui a eu lieu dans l'histoire. Donc l'industrie 4.0 est une nouvelle révolution industrielle, aujourd'hui portée par le monde des objets connectés et de l'IoT. Donc l'IoT, c'est l'IoT, l'Internet des objets, vraiment spécialisé dans le monde industriel. Qu'est-ce qu'il y a de plus en fait dans ce monde industriel? C'est qu'effectivement, on est sur un monde avec des contraintes mécaniques, techniques qui sont assez fortes, et on est assez loin des contraintes de fonctionnement de l'IoT que l'on peut avoir dans le secteur qui est le plus développé, qui est aujourd'hui le grand public. Donc, effectivement, il y a toutes des normes, des contraintes d'utilisation des objets sur lesquels on ne peut pas s'appuyer sur des objets qui sont fabriqués et qui sont designés pour le grand public. Donc, on va s'appuyer sur des objets beaucoup plus robustes, avec des performances, des qualités de captation de données qui vont être beaucoup plus précises, et avec aussi des réseaux de communication qui se doivent d'être plus robustes et plus performants pour amener un service beaucoup plus précis, parce que les attentes des utilisateurs sont beaucoup plus précis également. Donc, cette IIoT va reposer sur 3 axes principaux. C'est le fait de pouvoir avoir de la communication machine-to-machine, c'est-à-dire de pouvoir capter de la donnée automatiquement, sans intervention humaine, vers un système centralisé ou de machine à machine, pour pouvoir que les machines puissent s'ordonnancer, se synchroniser et avoir des actions responsives entre elles. Évidemment, une des deuxièmes évolutions qui a permis cette industrie 4.0 et cette IIoT, c'est le big data. C'est effectivement la capacité de capter beaucoup d'informations, de la stocker et de pouvoir justement avoir aujourd'hui tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, tous ces algorithmes qui vont pouvoir déduire de cette masse de données tout ce qui est amélioration et maintenance prédictive. Donc on est au-delà du préventif, donc vraiment de la maintenance prédictive sur l'amélioration du service et du fonctionnement.
Donc, du coup, cette industrie 4.0 va permettre d'amener, va se reposer sur quatre facteurs clés hein, qui vont justifier cet investissement supplémentaire qu'est l'industrie 4.0 et l'IoT dans l'industrie 4.0. Donc, le premier, c'est effectivement le facteur de performance. Comment améliorer sa qualité et sa productivité opérationnelle grâce finalement à de la gestion de données temps réel et à de l'analyse de données temps réel. Comment je peux être plus performant dans le service que je délivre et dans la qualité des assets finalement qui vont sortir de mon usine. Bien sûr, il va y avoir le facteur de rentabilité qui est souvent le plus regardé. Comment cet investissement, au final, grâce à l'amélioration de la performance, va me permettre de baisser mes coûts. Donc ça, c'est un deuxième axe sur lequel tout projet d'industrie 4.0 va faire un gros focus pour essayer de voir comment le déploiement d'IoT va permettre de réduire ses dépenses, d'équiper un parc de machines plutôt que de le remplacer, voilà, avec des machines qui vont intégrer cette IoT nativement et comment je vais pouvoir vendre des services additionnels. Il y a ce facteur de croissance. Effectivement, si j'arrive à vendre des services additionnels, je vais pouvoir transformer mon business model pour me différencier sur le marché. Je vais pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires avec ces nouveaux usages et ces nouveaux services à valeur ajoutée et surtout avec une valeur récurrente qui vont me permettre de rester et d'avoir un chiffre d'affaires récurrent auprès de mes clients. Et bien sûr, ce facteur de compétitivité, c'est-à-dire comment je vais pouvoir me différencier de la concurrence et comment je vais pouvoir améliorer la satisfaction de mes clients à travers ce déploiement de nouveaux services. Donc ça, c'est effectivement une évolution assez profonde sur laquelle se repose l'industrie 4.0. Et c'est de vraiment, avant tout démarrage de projet, il faut vraiment réfléchir à l'impact que va avoir la mise en place de l'IoT sur ces différents axes, les chiffrer, pour pouvoir partir sereinement vers une expérimentation et un déploiement généralisé de ces projets à travers ces services. Donc, justement, je passe la main à Pierre qui a eu cette analyse et qui a décliné justement les enjeux pour son entreprise. Voilà. Donc, pour resituer les enjeux, dans le domaine de la maintenance, en fait, on va se retrouver classiquement avec le besoin de réparer. Et quand j'ai racheté l'entreprise il y a 5 ans, je me suis aperçu qu'il y avait des urgences clients qui auraient jamais dû arriver jusque dans nos ateliers. Donc, on s'est assez rapidement intéressé à toute la panoplie de maintenance. Il y a 4 grands domaines dans la maintenance. On répare, la maintenance curative. Quand c'est tombé en panne, on évite que ça retombe en panne. Donc, on fait de la maintenance préventive, c'est-à-dire qu'on entretient régulièrement. Mais comme à l'image de nos freins sur les voitures, il y a des fois, on change, c'est soit trop tôt, soit trop tard. Donc, assez rapidement, on s'oriente vers de la maintenance prévisionnelle, ce qu'on appelle en anglais, alors pour les puristes, c'est predictive maintenance. On évite d'utiliser le terme en français maintenance préventive, maintenance prédictive, pardon. On préfère parler de maintenance prévisionnelle. Et puis, au-delà de la maintenance prévisionnelle, Jérôme en parlait avec l'analyse des data, on peut faire de la maintenance prescriptive, c'est-à-dire orienter l'acte de maintenance pour éviter de démonter toute la voiture pour s'apercevoir que c'est juste un capteur à changer. Donc, notre leitmotiv chez Savoie Transmission, c'est d'accompagner nos clients vers le zéro panne. Vers zéro panne, zéro stress. C'est pour ça qu'on a développé une marque dans laquelle on héberge toutes nos innovations 4.0 qui s'appelle Mataki, que vous avez derrière moi. Mataki, à l'image de son logo, c'est ce que vous avez, ce que vous trouvez en Grèce, c'est le petit œil qui protège du mauvais sort, du mauvais œil. Voilà. Donc, on a développé cette marque avec 3 enjeux principaux. On est par nature éco-responsable. Donc, si vous entretenez bien, si vous réagissez à temps sur vos équipements, vous allez allonger la durée de vie des équipements et donc éviter d'avoir à reproduire un moteur, à le refabriquer. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même assez important vis-à-vis de la planète.
La deuxième chose, c'est d'éviter les urgences, les pannes, les arrêts de production, et donc d'anticiper les interventions pour vraiment prévenir la panne. Mais d'un autre côté, pas être sans arrêt à l'entretenir. On parle de maintenance conditionnelle. Et le dernier, bah, tout ça a une contribution économique. Si on le fait, c'est aussi pour réduire les budgets de maintenance qui sont aujourd'hui plutôt un gros facteur de compétitivité pour les entreprises industrielles. Je te propose de passer à la slide d'après. Oui. Hop. Voilà. Donc, comme je le disais, donc je rachète en 2015 l'entreprise et assez rapidement, je m'aperçois qu'il y a des situations d'urgence qu'on n'aurait pas dû connaître. Et donc, on recherche des solutions d'appareils et donc de capteurs connectés. On a un prix d'innovation avec des capteurs de mesure industrielle connectés en 4G. Donc, on est déjà sur la notion de capteurs connectés. La difficulté qu'on a, on l'a toujours, on l'a chez certains de nos clients, c'est qu'on est sur des solutions extrêmement coûteuses. Un boîtier, c'est de l'ordre de 5 000 euros. Le service qu'on apporte aux clients, c'est de l'ordre de 300 euros par mois parce qu'on rajoute un technicien. En plus, il y a de l'intervention manuelle. Et il y a tout un tas d'équipements qui ne sont pas intéressés pour des prix aussi chers. Donc, ce qu'on a besoin Par contre, on apprend beaucoup avec cette innovation. Et on apprend deux choses en particulier. On le savait, mais on le confirme, c'est que la vibration et de mesurer la vibration, c'est quelque chose d'important en continu, parce qu'on va s'intéresser plus à la dérive qu'à une mesure en temps, en continu, pas en continu, en ponctuel. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on apprend dans nos métiers, c'est que les chocs, il n'y a pas besoin d'être un grand mécanicien pour comprendre qu'un équipement qui reçoit des chocs se dégrade plus vite qu'un équipement qui n'en reçoit pas. Voilà. Donc on cherche à trouver des capteurs. C'est le début, même si l'IoT pour Synox est déjà bien implanté. Pour nous, en tout cas, c'est le début. Et on recherche des capteurs qui sont susceptibles d'avoir un accéléromètre dedans, plus un certain nombre de mesures. Et on s'approprie le capteur, on le développe et on développe surtout le programme qui est à l'intérieur. On est en 2017, on commence à faire des phases de test. C'est compliqué parce qu'on utilise des produits je dirais presque du grand public, qu'on adapte à l'usage industriel. Donc on prend un capteur qui nous permet d'avoir des informations sanitaires, la température, l'hygrométrie, la pression atmosphérique, la vibration. Dans notre métier, on mesure ça entre 10 et 1000 Hz. On ne va pas rentrer beaucoup dans la technique, mais on fait une transformée de Fourier et on calcule la RMS. Voilà, c'est le jargon du métier, plus les chocs et surtout les champs magnétiques. On peut supposer qu'un champ magnétique sur un grand moteur qui va se dégrader va varier. On n'a pas de valeur absolue de référence, mais par contre, on peut se dire que si ça varie, il serait peut-être intéressant d'aller voir le moteur. Donc, on réalise avec pas mal de difficultés pour s'approprier le programme. On réalise une série de POC en 2018 et on termine avec aussi l'aide de Synox sur notamment, parce que ce qui est important, c'est le capteur, mais ce qui est encore plus important, c'est l'analyse des datas et c'est la visualisation des datas. Donc c'est là où Synox rentre complètement en jeu et on travaille en étroite collaboration pour développer une interface qui soit pertinente pour nos industriels. Donc ce capteur, je vous l'ai dit, aujourd'hui on a 50 capteurs qui sont déployés sur une douzaine de clients. On est en phase de commercialisation. Pour l'instant, on l'a plutôt testé et développé sur notre région, Savoie, Haute-Savoie, mais on cherche à le développer sur le plus grand nombre, puisque ce qui est valable en Savoie et Haute-Savoie est valable dans le reste du monde. Donc notre capteur, je vous l'ai dit, il est gros comme un pouce. Voilà, quand je vous dis que c'est gros comme un pouce, c'est vraiment gros comme un pouce. Et il remonte les informations dont je vous ai parlé. Par défaut, on est généralement sur ce qu'on appelle les équipements un peu oubliés de la maintenance, c'est-à-dire des moteurs qui tournent tout le temps, comme des ventilations, des aérations, certaines pompes, et qui sont rarement visités. Donc on met ça sur ces capteurs-là. Vous avez un exemple en bas. Il suffit, on a un double face dessous, on le colle et on peut l'oublier une fois qu'on a le réseau. Pour la mise en œuvre, il suffit d'appuyer sur le bouton. On appuie sur le bouton et 10 secondes après, on sait si on a le réseau ou pas. Si on a le réseau, c'est parti. Je te laisse reprendre la main pour l'explication de ce qui se passe dans les méandres de l'IoT.
Voilà. Donc, ben, effectivement, nous, on vient en complément dans cette solution mise en œuvre par Savoie Transmission. Donc, Savoie Transmission, son métier, c'est d'analyser les vibrations à des fins de maintenance des moteurs industriels. Donc, ils ont très bien fait leur travail, ils ont développé le capteur. Et nous, on va aller faciliter ce qui est plus technique et ce qui est en général en dehors du spectre du métier de nos clients, c'est d'aller amener finalement le réseau de manière la plus facile et la plus transparente pour nos clients jusqu'à ce capteur. Donc, bah, effectivement, Savoie Transmission utilise notre plateforme SOM2 IoT, qui est notre plateforme de device et de device management, hein, qui permet de gérer en quelques clics. Hein, Pierre et ses équipes ne sont pas des ingénieurs en infrastructure IoT et réseau, donc ils peuvent très facilement en quelques clics venir activer le meilleur réseau pour leurs objets. Donc, c'est ici très largement utilisé en France avec le réseau ObjectNews. Il y a quelques clients également sur la Suisse, donc qui ont pu utiliser en roaming le réseau de Swisscom qui est partenaire d'ObjectNews. Mais potentiellement, on peut utiliser tout réseau LoRaWAN, hein, qui est une technologie de communication, je dirais, longue distance et faible consommation d'énergie. Ça, c'était aussi dans le cadre du projet quelque chose de très important parce que la facilité de l'IoT, c'est de déployer ces petits capteurs gros comme le pouce en les collant et en appuyant sur un bouton, donc sans avoir à se connecter à l'alimentation du moteur, par exemple, pour avoir de l'énergie. Donc, pour pouvoir permettre ce fonctionnement aussi simple pour nos clients, il faut avoir les technologies IoT à déployer. Donc, LoRaWAN est l'une des solutions IoT qui est gérée par notre plateforme et qui nous a semblé la plus pertinente étant donné le périmètre géographique et le fonctionnement des capteurs souhaités par Savoie Transmission. Donc, derrière cette gestion centralisée et très simplifiée, derrière, on gère toutes les données, la récupération des données. Et on a travaillé de concert avec les équipes de Pierre pour décoder ces données et pouvoir leur afficher des tableaux de bord métiers vraiment construits avec eux et même directement par eux sur l'application SODataVis qui leur permet d'analyser le travail, d'être alerté des dérives, de mettre à disposition tous ces dashboards et tous ces rapports aussi directement à leurs clients. Donc voilà sur la solution qui a été mise en œuvre petit à petit, brique par brique, au cours du projet qu'a présenté Pierre précédemment. Donc pour faire le focus un peu sur les plateformes, donc là on a un exemple de capteurs Mataki qui sont déployés. Donc ça c'est sur la brique de device management. Les équipes de Savoie Transmission peuvent très facilement, en quelques clics, venir sélectionner tout un parc, un sous-parc, aller livrer des clients, activer le réseau ObjectNews. Si le réseau ObjectNews ne marche pas, basculer sur le réseau Orange qui fournit également la technologie LoRaWAN, peut connecter les données captées par ces capteurs directement sur SODataVis, mais également le pousser sur des GMAO d'autres clients. Ça, c'est des choses qui ont également été faites pour que les clients puissent également exploiter sur vraiment un outil métier de gestion de maintenance qui peut lui être interne directement ces données-là. Donc, à partir de cet outil vraiment self-service qui a été conçu autour de l'expérience utilisateur, nos clients peuvent très facilement, en quelques clics, déployer et gérer au quotidien leur réseau IoT. Pierre, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter sur… Juste pour vous montrer, ce que vient de dire Jérôme, ça paraît peut-être neutre, mais c'est hyper important. L'expérience utilisateur et surtout la simplicité, on s'appuie beaucoup sur ce qu'on trouve dans le grand public pour, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé chez l'industrie, avoir des solutions extrêmement simples de mise en œuvre. Si on reprend le dongle, vous appuyez à peine une petite dizaine de secondes, je ne sais pas si vous allez voir, il s'allume.
Pendant ce temps-là, il va aller rechercher le réseau. Hein, donc, vous voyez, et le temps que je parle et qu'il trouve le réseau, nous, de l'autre côté, on vient sur la plateforme. Donc, Synox n'a rien à faire. C'est très simple. On a un certain nombre de codes à renseigner pour, comme le ferait un opérateur, reconnaître la carte SIM sur le réseau. Nous, le temps de le faire, on met sur le réseau. Ensuite, le dongle, il est sur le réseau et c'est parti. On va pouvoir aller consulter les datas qu'il envoie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est vert, non, si j'appuie sur la LED, ça ne va pas. Voilà, vous voyez que c'est vert, c'est terminé. L'industriel peut complètement oublier son capteur et aller sur son tableau de visualisation s'il le souhaite. Je te propose de passer à justement un exemple de visualisation. Alors, il y a tellement de possibilités avec la plateforme Synox qu'on ne vous montrera pas tout. On a pris deux exemples. Vous avez à droite les courbes qui sont les variations de l'ensemble des datas qui sont surveillées. Hein, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit la température, l'humidité, l'hygrométrie, la pression atmosphérique, tout ce qui est vibration, tout ce qui est choc et tout ce qui est champ magnétique. Donc ça, c'est la première chose. Donc on peut mettre, comme vous le voyez sur la courbe, des seuils qui permettent d'informer. Et puis surtout, le tableau de bord à gauche est un tableau de bord intéressant puisque là, en l'occurrence, on se dit, tiens, on va regarder d'une semaine sur l'autre si une des mesures n'a pas varié de plus de 20% ou de plus de 30%. Là, en l'occurrence, je crois qu'on était à plus de 50% et on a une alerte par rapport à ça. Donc, peu importe à la limite d'où vous partez, la dérive va être le plus important. Donc avec deux tableaux de bord, vous voyez très bien ce qui peut se passer. Vous avez une foultitude de possibilités. Derrière, vous pouvez faire de l'analyse de data, donc extraire vos data et faire de l'analyse de corrélation. Par exemple, de se dire, tiens, mon moteur, il vibre plus quand la température baisse. Donc tout ça, ça vous donne des orientations pour votre acte de maintenance. Ouais. Et ce qui est important de rajouter, effectivement, c'est que ces tableaux de bord, mais, Pierre, aujourd'hui, est en totale autonomie pour les faire avec la plateforme. Il les fait évoluer fréquemment. Il peut travailler des tableaux de bord particuliers pour chacun de ses clients. Ça peut pousser du reporting, des alertes. Effectivement, c'est bien d'oublier les capteurs, sauf qu'il faut quand même être alerté si jamais un capteur ne communique plus parce que le client, finalement, l'a enlevé du moteur et l'a mis dans un tiroir en fer. Enfin, bon, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles le capteur ne communique plus. Et justement, les équipes de Pierre sont directement alertées dès qu'il y a un problème sur les données, mais également un problème de communication sur les capteurs, pour pouvoir être aussi très réactif sur le service de maintenance qui est délivré à distance grâce à cette solution. Alors ça, c'est très important. Vous ne le verrez pas sur les dashboards parce que, en fait, ce qu'on s'est aperçu, notamment pendant l'année où on a mis en place des POC, c'est que les clients, assez rapidement, ne regardaient plus les dashboards. Au début, on pensait qu'ils allaient avoir un système de visualisation, qu'ils allaient y aller toutes les semaines, et puis qu'en fonction de ça, ils décideraient d'un certain nombre de choses à faire. On s'est aperçu qu'assez peu. Et donc, du coup, on a développé avec les équipes de Synox tout un tas d'alertes qui permettent, alors soit le client les définit, nous on en définit par défaut, pardon. Donc dès le départ, on dit par exemple sur les vibrations, dès qu'on a une variation de plus de 20% d'une semaine sur l'autre, on reçoit un email et le client reçoit un email. Et là, il va regarder son tableau de bord et à partir de ce moment-là, il décide d'une action en maintenance. Donc on allège complètement le travail client, à la fois de sa voie de transmission et à la fois du client final, où tout le monde reçoit des mails et on a même la possibilité d'avoir des SMS. Donc, faire un focus sur les premiers bilans, hein, sur, je dirais, la première année, les premiers mois d'exploitation chez tes clients, Pierre. Vous avez une liste un peu de tout ce qu'on peut voir. On rejoint les mêmes conclusions qu'on peut lire dans la presse. Hein. C'est que globalement, on réduit énormément les coûts de maintenance quand on a des choses qui sont bien suivies. Et les alertes sont là pour ça. Donc, bien sûr des coûts, mais comment on réduit les coûts? C'est déjà en diminuant le nombre d'interventions qui ne servent pas à grand-chose, ou en faisant des interventions au bon moment juste avant la panne, qui coûterait encore plus cher. De manière, quand on entretient bien son parc, comme je le disais en introduction, on allonge la durée de vie des équipements. Et donc là aussi, c'est des gains sur les investissements ou les frais de remplacement.
l'avantage aussi après de faire de l'analyse et de partager sur du factuel. Dans le métier de l'industrie, il y a encore beaucoup de choses où souvent on estime, on entend, on dit tiens, aujourd'hui, il me semble qu'il y a tel moteur qui vibre. Ah ouais, mais j'ai pas la même analyse que toi. Là, on est factuel. Les équipes peuvent se focaliser sur des faits et non sur des ressentis. Donc avec des clients qui sont extrêmement, le retour est extrêmement positif aujourd'hui. Donc l'évolution du service hein, qu'on va pouvoir mettre, en commun. Donc Pierre est l'un de nos utilisateurs privilégiés. On a l'avantage c'est qu'on a beaucoup de feedback et puis derrière nous on fait évoluer à fréquence la plateforme avec ses retours terrain. Donc quelles sont les prochaines choses qu'on est en train de mettre en place ensemble pour améliorer encore cette satisfaction client? Alors, trois points qui sont extrêmement importants. Donc, on a aujourd'hui des alertes, je vous le disais, qui sont sur des dérives en pourcentage. On est en train de travailler sur des alertes automatiques qui vont déclencher des seuils automatiques. Donc, le système, la plateforme de visualisation va analyser les datas pendant un certain nombre de jours et à partir de ce moment-là, va déterminer automatiquement les seuils d'alerte. Donc tout ça, c'est de la statistique, hein, vous imaginez bien, et du machine learning. Et donc, ça va nous permettre automatiquement de générer les alertes et d'informer les clients. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez vu, on a un panel de 9 mesures, plus les chocs. Donc on a énormément d'informations. Et on s'aperçoit, et on a le cas chez un client en ce moment, c'est assez drôle, on en parlait avec Jérôme tout à l'heure, il y a une corrélation entre, par exemple, la température et les vibrations. Donc, il y a peut-être un intérêt à envisager de calfeutrer le moteur, de le protéger des températures froides, de manière à éviter une détérioration rapide du moteur. Donc, les analyses de corrélation peuvent nous permettre d'approfondir et d'être beaucoup plus fin dans l'analyse. Et puis, on parlait de IoT, IIoT. Aujourd'hui, c'est un capteur qu'on a détourné de l'utilisation, on va dire, grand public, qu'on a renforcé, mais on va essayer de développer un capteur qui sera beaucoup plus industriel et qui répondra beaucoup plus à l'usage industriel que le capteur qu'on a aujourd'hui, même si le capteur qu'on a aujourd'hui, qui est gros comme un pouce, tient à peu près 2 ans avec les mesures par défaut et quand même déjà IP65, c'est-à-dire qu'il résiste à des projections d'eau. Donc merci Pierre pour ce témoignage. Donc ben, effectivement, j'espère que ça vous donne envie de vous lancer dans des projets IoT. Donc nous on est là depuis 14 ans. On a une certaine expérience, un certain nombre de succès à partager avec vous. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous après ce webinaire pour travailler vos projets IoT. Comme on l'a expliqué, nous on est capable de vous accompagner sur le choix des objets, sur le choix des réseaux, pour venir ensuite positionner nos solutions plateformes pour vous aider à les manager, à manager vos devices, à être en toute sécurité et à gérer très facilement aussi les datas qui en sont remontées. Donc, on est là sur une expertise de bout en bout, du consulting, sur du conseil de la partie hardware, sur l'apport de la brique connectivité, sur le stockage des données. Alors, un point important, on n'en a pas parlé, Pierre, hein, c'est la partie support également. Donc, tu es assez friand. C'est vrai que c'est quelque chose que nous, on inclut dans nos offres. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui peut faire peur dans le démarrage et dans l'exploitation au quotidien d'un projet IoT, c'est de se dire, quand ça ne fonctionne pas, vers qui je me retourne? Je ne suis pas expert dans l'objet, je ne suis pas expert dans les réseaux. Et donc, pour nous, c'est forcément un must-have que d'avoir ce support qui est là pour vous accompagner et pour vous rassurer quand on a un objet qui a une perte de communication, d'aller voir si c'est un problème avec vous, si c'est un problème de l'objet, si c'est un problème de réseau, de gérer pour vous le support et les interfaces avec les opérateurs pour vous accompagner au mieux au quotidien à exploiter les données remontées par ce parc d'IoT. C'est effectivement un point extrêmement important que j'ai pas assez souligné, mais qui nous a fait progresser très vite
l'écoute client à la fois dans les difficultés, parce qu'il se peut des fois que vous essayez, vous ne captez pas le réseau. Notamment, nous, on utilise deux réseaux que sont Objet News et Orange. Donc, en fonction de l'endroit, ben, l'un ou l'autre passe. Et là, les équipes peuvent nous aider à choisir le bon réseau. Et puis, dans toute l'utilisation, dans l'usage, on s'aperçoit qu'il y a plein de questions. On en a tous les jours et on a une extrême réactivité, notamment de Laurent, par exemple, j'ai souvent en ligne. Donc ça, c'est hyper appréciable parce que c'est quand même nouveau et il y a beaucoup de questions. Nous, on n'est pas des professionnels ni de l'IoT, ni de l'électronique et encore moins des pages web. Donc voilà, c'est pour vous donner également ce slide, un aperçu des clients qui nous ont fait confiance. Hein. Donc on voit évidemment Savoie Transmission sur la partie Smart Industry. On travaille vraiment avec des entreprises de toute taille, avec autant de passion qu'il se peut pour les accompagner à se transformer et à bénéficier de cette révolution industrielle qui est l'industrie 4.0. Donc voilà, en espérant que les prochains seront présents à ce webinaire. Donc on a tenu, mais vraiment à la minute près, Pierre, on a été très fort, notre timing, il est 11h30. Donc on rentre sur la phase de questions. Donc vous pouvez à partir de l'interface poser des questions sur le chat. Vous auriez pu le faire et je ne l'ai pas précisé tout au long d'ailleurs de la présentation pour qu'on puisse avoir des questions au démarrage. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On a une grosse dizaine de minutes pour échanger et discuter autour de vos questions. Donc je vous laisse les formuler si vous en avez. En attendant que les premières questions arrivent, un peu d'infos sur le prochain webinaire qui va avoir lieu, qui sera le jeudi 5 décembre, autour du transport et de la logistique. Donc, on fera aussi un retour d'expérience avec un client qu'on a en commun avec la société ELA Innovation, donc qui est un fabricant de capteurs qui utilise nos plateformes, en particulier sur un projet autour de la gestion de chantier de la SNCF sur des installations et des tunnels. Donc, vous pouvez déjà retrouver les inscriptions sur ces webinaires sur nos réseaux sociaux pour pouvoir vous inscrire. Toujours pas de questions. J'espère qu'il n'y a pas de problème pour poser des questions. N'hésitez pas, il y a une fonctionnalité pour lever la main également si jamais vous ne voyez pas comment poser les questions. Je donnerai la parole aux personnes qui préfèrent poser des questions oralement. Donc, toujours en attendant les questions, vous pouvez également vous inscrire à des web démos, donc ça à travers notre site web. Donc si effectivement là sur le format webinaire c'est toujours difficile de faire de la présentation en direct, donc là effectivement vous pouvez réserver des web démonstrations à travers notre site web, et là vous aurez vraiment en one-to-one une présentation complète et animée de nos plateformes. Vous pouvez bien sûr vous inscrire à notre newsletter pour avoir toute notre actualité, nous suivre sur nos réseaux LinkedIn, Twitter, et bien sûr demander nos catalogues et d'objets connectés et de cas d'usage dans la Smart Industry ou dans tout autre secteur pour pouvoir voir l'étendue des cas d'usage qu'on a mis en place. Donc on n'a toujours pas de questions, on a dû être hyper clair. Ça doit être clair. Donc, on va attendre encore 1 ou 2 minutes. N'hésitez pas, si vous préférez prendre la main à l'oral, levez la main. Je pourrais donner la parole à ceux qui ont un micro sur leur PC. Sinon, si on n'a pas de questions, je vous remercie pour votre attention. Nous sommes disponibles à votre écoute, bien évidemment, en espérant vous revoir sur d'autres webinaires et en espérant que vous avez appris beaucoup de choses. Merci à Pierre pour ton témoignage. Et à Finox pour son accompagnement. Voilà. Donc, merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.